Je souhaite rappeler rapidement l'ordre du jour de cette Assemblée générale, donc, qui va se composer en deux parties. Donc une première partie qui est une partie statutaire et une deuxième partie qui est non statutaire, donc plutôt une partie d'information. Nous avons pu vivre une année 2018 une fois encore riche en événements. Je pense en particulier à la création par les élèves d'une nouvelle période d'accueil sans précédent qui s'inscrit dans notre environnement sociétal et dans le temps, sans jamais se détacher de nos valeurs qui sont fondamentales. À l'achèvement des travaux de la rénovation de la nouvelle Maison des Arts et Métiers à Paris, totalement réouverte depuis septembre dernier et inaugurée officiellement le 24 janvier dernier. À l'adoption de notre projet de règlement intérieur lors de notre dernière Assemblée générale, actuellement en cours d'approbation par le ministère de l'Intérieur. Et enfin, le développement de relations fortes et confiantes avec l'école, au niveau national comme au sein des campus, nous permettant d'apporter notre soutien à la formation des ingénieurs de l'industrie de demain. Alors avant de vous rendre compte plus en détail des actions fortes qui ont animé les différents pôles d'activité de notre association, je souhaiterais rappeler le contexte dans lequel le bureau, le comité et le conseil d'administration se sont inscrits lors de leurs travaux de cette année. Les attentes de notre communauté étaient sans équivoque et ne pouvaient se contenter simplement de messages. Je pense d'abord à notre accélérateur de start-up, Arts et Métiers Accélération, lancé en 2017 et qui n'apportait pas suffisamment de satisfaction au vu de ses résultats et de l'investissement financier de la SOS. Aujourd'hui, et après un an de travaux en profondeur menés par le groupe de travail de bénévoles, l'accélérateur est devenu une SAS, un nouveau business model a été construit et son déficit d'exploitation a été réduit de 80%. Il reste du chemin à parcourir pour asseoir ce dispositif au sein de l'écosystème d'innovation des arts et métiers, associant l'incubateur de l'école, AM Valeur, le CREDA, les groupes professionnels, le CLENAM, les Business Angels ou encore le Rexam. Mais nous sommes confiants dans cette démarche qui valorisera la marque arts et métiers et l'esprit entrepreneurial des Gadzards. Ces éléments vous seront explicités un peu plus tard dans la matinée. Je pense également au déficit conséquent de notre solde d'exploitation qui met bien logiquement en émoi notre communauté depuis plusieurs années. Une analyse profonde des dépenses et des ressources a alors été conduite par Didier Bordet et la commission finances pour soulever les points critiques sur lesquels il s'agirait de travailler. C'est donc par une réduction de nos dépenses et une utilisation mieux canalisée de nos ressources que notre résultat d'exploitation, certes déficitaire, est réduit d'un quart par rapport à l'exercice précédent. Par ailleurs, la nécessité de pérenniser nos procédures, sans cesse modifiées, s'est concrétisée par le lancement d'un projet de labellisation avec l'organisme IDEAS. Celui-ci nous a aidé à élaborer un plan d'action ambitieux qui commence à porter ses fruits et renforce notre crédibilité. On peut prendre en exemple les procédures électorales longuement débattues en comité sous l'animation du vice-président communauté Joël Lempereur, puis approuvées en octobre par le conseil d'administration et devenues pleinement opérationnelles. Enfin, la campagne électorale de 2017 avait fait l'objet de communications controversées. Indépendamment de leur forme, celles-ci nous ont d'abord interrogés sur le degré d'information réellement mis à disposition des camarades. En 2018, c'est à travers 10 communications étoffées que le président Jean-Marie Vigroux s'est adressé aux sociétaires pour leur rendre compte directement des actions en cours, en particulier la refonte de la période d'accueil ou dernièrement du classement de l'école. Le rapport moral est largement adopté, donc je vous remercie. Alors là, si on prend les comptes de la SOS, j'ai mis en rouge le réel et en vert ce qui était au budget. Donc je rappelle, le budget de la SOS pour 2018 était en léger excédent, 19 000 €. Voilà. Et ça s'appuyait sur, si vous reprenez les composantes, les promos et groupes sous égide, la variation de leur compte bancaire. Il était attendu 400 000 € de variation. Voilà. La fin du projet Arts et Métiers Accélération n'était pas budgétisée. Hein, je rappelle que ce budget a été fait en 2017, donc on était encore un petit peu éloigné de ce qui s'est passé en 2018. Et puis, ce que j'ai appelé les activités récurrentes de la SOS, elles étaient donc en déséquilibre de 380 000 €. Vous voyez que 380 000 € d'un côté, 400 000 € de l'autre, côté groupe et promo sous égide, ça aboutissait à ce léger excédent. Voilà. Et en réel, le réel était en rouge, vous voyez qu'on termine à moins 3,6 millions. Les groupes et promos sous égide, le solde est à 10 000 €, voilà, donc ça influe extrêmement peu. La fin du projet Arts et Métiers Accélération, vous l'avez vu dans la plaquette, enfin dans le rapport de gestion, il y a un certain nombre de dépenses de début 2018 pour 122 000 €.
et le reste, les activités récurrentes de la SOS, moins 3,5 millions. Donc je vais entrer un peu dans le détail. Il y a beaucoup de chiffres. Hein. J'essaie de mettre des lettres, mais il y a malheureusement beaucoup de chiffres dans ce domaine. Là, c'est un rappel pluriannuel. Dans une vision, je dirais, compte de résultats d'entreprise, d'une certaine façon. D'abord, notre résultat d'exploitation. Vous trouvez les 2 années précédentes, pardon, et l'année 2018, et puis le rappel du budget et l'écart entre le réel et le budget pour 2018. Non, mais c'est pas la peine. Non. Bien, je vous remercie pour cette approbation des résultats. Maintenant, on va passer à l'approbation des admissions, réadmissions et radiations, et de ce fait de vous faire une information globale sur l'effectif résultat. Voilà, alors donc vous avez les listes qui sont affichées sur les tableaux qui sont au fond de cette salle. Donc il y a 655 admissions, 30 réadmissions, 480 radiations, 92 décès et une démission. Je vais demander maintenant au président de la commission électorale, Pierre Simoneau, l'UNI 66, de venir nous donner les résultats du vote de Quitus. Voilà le résultat final. Donc nous avons enregistré 2901 suffrages, ce qui fait un taux de participation de 12,88, autant dire 13%. Et vous avez donc les résultats pour chacun des 6 postes. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie qu'on soit, je dirais, soutenu par cette ampleur. Ça nous permettra d'être encore, peut-être, de booster encore plus nos actions. Et je fais vraiment un grand merci à tout le monde, à tous ceux qui ont voté. Donc il va nous présenter le congrès donc, à Shanghai. Philippe. Le congrès, donc le programme, hein, vous savez, c'est toujours en octobre donc, cette année, à Toussaint. Donc c'est dans 6 mois, donc on a encore le temps de recevoir des inscriptions. Je vous rappelle le planning de la semaine. Donc c'est une semaine arts et métiers à Shanghai. On n'a pas voulu uniquement faire un congrès de 2 ou 3 jours. Donc pour arriver à motiver des archis et des industriels, on a fait ce qu'on appelle des Learning Expeditions qui s'adressent plutôt à des entreprises qui enverront des ingénieurs rencontrer des entreprises chinoises, peut-être des futurs partenaires, des futurs clients. Les participants au congrès, par contre, eux, arriveront dans la semaine. Donc aujourd'hui, on a prévu que les gens arrivent le mercredi, le congrès ne démarrant que le vendredi, mais on s'est dit qu'avec l'école, ça serait bien de faire une journée. Et donc, on appelait ça la journée académique. Bon, aujourd'hui, vous verrez après, cette journée est encore en cours de définition avec l'école. Donc, soit l'école sera présente pour, je dirais, signer des protocoles avec des universités, soit on fera uniquement des rencontres d'universités ce jour-là. Et le congrès en lui-même sera traditionnellement sur 2 jours, donc le vendredi et le samedi. Et puis, pour attirer un petit peu la participation des archis, passer 3 jours à Shanghai, je pense que bon, c'était un budget et c'était un peu court. Donc on a proposé des séjours touristiques de 7 jours et 12 jours. Et aujourd'hui, j'avoue que ça a la cote. Il y a Gérard Murat qui vient pour nous parler d'arts et métiers accélération. Alors, pour ma part, ce que je voulais dire ce matin, c'est concernant justement arts et métiers accélération, c'est qu'après une année 2017 qui a permis de mettre en place le projet d'un accélérateur pour les startups, la société AMA a été créée il y a 1 an, en mars 2018. Donc, la société AMA, donc la forme juridique, c'est une SAS, l'actionnaire, c'est la SOS à 100%.
Durant la première année, donc c'est-à-dire en 2017, différentes actions avaient été réalisées. Une des plus importantes a été que nous soyons installés dans les premiers à Station F. C'est un lieu emblématique pour le monde de l'innovation. Ce positionnement à Station F nous a bien aidés et pour nous faire connaître surtout. Et pour AMA, c'est un gros atout. Donc pour 2019, nous prévoyons de déployer 2 programmes focus dans l'année, donc en collaboration 50-50 avec Usinaio, et 2 programmes d'accélération qui vont être montés par AMA. On voudrait également lancer l'Académie du mentorat pour avoir un vivier de mentors qui nous manque beaucoup, parce que ça, c'est très apprécié des startups. Alors, qu'est-ce que c'est que Usinaio? Usinaio a inventé un concept qui est très bon, qui consiste à proposer à un industriel de lui résoudre un problème qu'il ne sait pas résoudre lui-même, en trouvant la start-up qui sait résoudre ce problème. Donc Usinaio dispose d'une base de données de 10 000 start-up mondiales qui est mise à jour en permanence et donc organise finalement la rencontre entre un problème difficile, il faut que ce soit un problème difficile, et une start-up qui dans le monde a travaillé sur le sujet. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que la start-up monte un pilote chez l'industriel, un vrai pilote opérationnel, qui va démontrer la faisabilité de la solution que la start-up amène. Et tout ceci ne coûte pour l'industriel que 30 000 €, plus le coût du pilote qui est de 15, 20 ou 30 000 €. Donc finalement, pour moins de 100 000 €, un industriel peut résoudre un problème qu'il ne sait pas résoudre dans des délais très courts, puisque tout ça, ça ne dure que 3 à 4 mois. Bon, bonjour à tous, merci de m'accueillir ce matin. Effectivement, je vais vous parler des stratégies de l'établissement, et avec un petit focus sur l'international. Et puis, je vous préviens, je suis venu aussi pour faire un peu polémique sur la fin de mon discours. J'ai prévenu ma femme que si je n'étais pas rentré à 14 h, il fallait envoyer la police. Alors, deux éléments d'abord. C'est toi qui change. Ok. Sur des questions d'identité, sur les questions de positionnement de l'établissement, on a travaillé avec le conseil d'administration en particulier en décembre 2018 sur quel était cet établissement, à quoi il servait, qu'est-ce qu'il voulait faire. On a rappelé que comme on l'avait été créé à la fin du XVIIIe siècle, on était avant tout un acteur socio-économique au service des territoires et des entreprises, un acteur économique qui ne fait pas n'importe quoi, qui fait d'abord de la formation et de la recherche, mais qui n'est pas une université, c'est-à-dire qui n'est pas dans la transmission et l'enrichissement des savoirs, qui est sur l'accompagnement des entreprises. Et aujourd'hui, accompagner les entreprises, ça ne peut pas se faire sans les territoires, et on est toujours dans un triptyque territoire, industrie, création de compétences. Deuxième point, un positionnement thématique qu'on a résumé sous l'appellation interaction homme, digital, industrie. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on forme d'abord des femmes et des hommes qui, dans l'industrie du futur, vont être des leaders, vont prendre des décisions, vont donner des réponses techniques. Pour cela, ils vont s'appuyer sur des informations qui sont toutes numériques, c'est l'ère du digital. Certaines viennent de la simulation, certaines viennent des modèles, d'autres viennent du réel via de la digitalisation, mais elles sont toutes numériques. Et les réponses qu'ils vont apporter via ces données sont des réponses qui sont pertinentes, qui seront pertinentes parce que ce sont des gens qui connaissent l'industrie, qui connaissent ces modèles, qui connaissent sa réalité, parce que dans la formation, parce que les arts, c'est les sciences, les métiers, c'est les technologies, et dans la formation qu'on leur apporte, on leur montre les modèles, on leur montre la réalité technologique de l'industrie. Je prends un exemple, j'étais lundi soir avec un regroupement de patrons de PME au sein de l'Alliance pour l'industrie du futur qui disait pour la montée en compétences de nos entreprises sur les problématiques Industrie 4.0, on en a marre d'être accompagnés par des consultants qui ne connaissent pas nos métiers et qui nous apportent des réponses qui sont des solutions toutes faites sans connaissance de nos métiers.
Voilà. Et il y a une forte attente envers nous sur accompagner ces entreprises-là. Et puis dernier point, quelles promesses sont faites à la fois aux jeunes, à la fois aux entreprises, à la fois au territoire? On fait la promesse d'être un accélérateur de talent au service de l'industrie du futur. C'est-à-dire qu'on va former les gens qui seront les leaders de l'industrie, ceux qui vont la faire bouger. Et on veut travailler sur le message envers les jeunes qui est: vous êtes jeunes, vous avez des attentes envers les problématiques de climat, les problématiques de société. Ce n'est pas en devenant des financiers que vous allez faire bouger le système, c'est en devenant des gens qui apportent des réponses technologiques. On a noué, pour faire tout ça, un certain nombre de partenariats stratégiques. Bon, j'ai déjà parlé de l'Alliance pour l'industrie du futur. Sur les questions de French Fab, on a la BPI au téléphone quasiment tous les jours. J'étais avec les jeunes aujourd'hui pour essayer de les embarquer dans un programme qui s'appelle le French Fab Tour, que certains d'entre vous ont peut-être vu passer, en particulier le French Fab Tour de l'été, où il s'agit d'aller montrer l'industrie française à des jeunes sur les plages pendant l'été. Et ils ont besoin de nous pour justement parler, que nos élèves parlent aux jeunes. Des grosses attentes. Bon, on a des laboratoires qui sont connectés au CNRS. J'ai la joie de vous annoncer qu'on a un de nos professeurs qui va être médaille d'argent du CNRS cette année. Donc ça veut dire que notre recherche est visible. Si on est dans des classements internationaux, c'est parce que notre recherche est visible depuis l'international. Et puis des partenaires un petit peu historiques qui ont les mêmes ambitions que nous pour l'industrie française. La Fédération des industries mécaniques, le CETIM, l'UEMM, le CEATEC, et puis Dassault Systèmes. On est devenu, depuis le 1er janvier 2019, le plus gros partenaire académique au monde de Dassault Systèmes. Aujourd'hui, tous nos étudiants sont équipés d'une licence 3D Expérience, qui sont une licence personnelle. Voilà pour ça. Et puis, dernier point, on participe à la promotion de l'industrie. J'en ai parlé déjà. La présence sur l'usine extraordinaire, l'expérience usine extraordinaire va continuer avec la prochaine étape à Marseille, et puis la volonté de faire 1 an sur 2 en province à Paris. Et on a déjà dit qu'on serait présent avec nos étudiants comme on l'a fait cette année. Le French Fab Tour, j'en ai parlé. Global Industrie, on y était ensemble. Et le Laval Virtual, qui est le grand salon européen de la réalité virtuelle, qui était un salon de jeux vidéo, je dirais, et qui est devenu maintenant un grand salon industriel, et avec une forte présence de l'établissement à travers notre équipe de Laval, mais aussi maintenant avec des équipes d'ailleurs. Voilà. Donc, pour tout ça, ce que je constate, c'est qu'il y a une très très forte attente envers nous. On nous dit, vous devez être l'école de la French Fab, vous êtes les mieux placés pour accompagner la montée en compétences de l'industrie. On est somme toute une école qui n'est pas très très grosse, hein, mais la pression de l'attente des autres est de plus en plus forte. Là, on peut passer à la planche d'après, où je commence la partie polémique. Notre école a rendez-vous avec l'histoire industrielle de la France. Il y a une volonté, il y a une convergence de tout le monde. Les ministères de tutelle, même s'ils n'ont pas d'argent, mais ils arrivent quand même à bouger des gens. Vous avez peut-être vu une petite vidéo qui a été tournée par un de nos chargés de com, où la secrétaire d'État à l'industrie dit « Vous les Gazards, on a besoin de vous pour le renouveau industriel français ». Je peux vous garantir, si vous pouvez avancer d'un cran, que l'école sera au rendez-vous, et vous l'avez vu, je dis avec ou sans vous. Parce que vous concernant, vous les alumni, je suis inquiet. Pourquoi est-ce que je suis inquiet? Parce que, on peut passer la planche d'après. Je me demande ce que vous faites. J'observe, plus ou moins à distance, mais comme je suis au conseil d'administration de l'ASSOS, pas fortement à distance, des guéguerres internes, des engueulades, parfois en interne, parfois sur les réseaux sociaux, sur des sujets qui me paraissent futiles, soit nommément, soit à travers des pseudos où des gens sont cachés, des gens qui s'attaquent ouvertement les uns des autres. Très franchement, aujourd'hui, les alumni, ça me fait penser au village d'Astérix et Obélix, des grandes valeurs, des fortes personnalités, mais parfois un peu cachées derrière une palissade. Et surtout, je vous rappelle que le village d'Astérix, sur le dessin, sur la première page des albums, il faut une loupe pour le voir.
Alors, je vais demander maintenant à Joël Lempereur, Napo, ouais. Ça marche, ouais. de venir nous parler de fidélisation. Aller chercher des membres de la SOS qu'on a perdus ou des nouveaux, c'est important non pas simplement pour des questions bassement économiques. C'est vrai que c'est important de financer toutes nos actions, c'est important de rentrer des cotisations, oui. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir une SOS qui soit représentative, qui pèse, qui soit nombreuse. Et quand on est face à des collectivités, face à par exemple un ministère ou face à la direction générale de l'école, si on pèse que 10 000 gazards, eh bien on sera moins entendu que si on pèse 30 000. Donc il faut qu'on soit nombreux. Et puis troisième point très important, c'est qu'au travers de la fidélisation, eh c'est mine de rien, toutes ces actions de relance, ça crée du lien. C'est l'occasion d'appeler des gazards, de parler, d'échanger. Et souvent, on peut se rendre compte aussi par un appel à un camarade qui ne paye pas ses cotisations, on peut découvrir un problème personnel, un problème financier qui n'a pas eu le courage ou qui n'a pas voulu signaler. Et grâce à ça, on peut peut-être aider des camarades. Donc, pour ces trois raisons, il y en a trois, il n'y en a pas qu'une économique, il y en a trois. C'est hyper important de bosser sur la fidélisation. Alors pourquoi Jean-Marie a souhaité qu'on en parle aujourd'hui? C'est parce qu'on va le voir, on a un plan d'action, mais ce n'est pas parce qu'on sera 10, 20, 100, 50 ou 200 à travailler dessus qu'on va y arriver. On a besoin de tout le monde pour porter le message de la fidélisation. On a besoin au quotidien, quand on discute avec des camarades, quand on est dans une réunion, de faire un petit peu attention. Tiens, la sauce, tu la connais, est-ce que tu es adhérent? Oui, pourquoi, etc. On peut tous faire de la fidélisation sans s'en rendre compte, à condition d'y penser un petit peu de temps en temps.